Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 328e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables, professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 328e édition, nous avons retenu pour thème l'enseignement supérieur et le marché de l'emploi. Pour voir cette émission, nous avons le plaisir, le privilège d'accueillir un grand serviteur de la communauté qui fait beaucoup de bien sans faire assez de bruit. Je veux citer l'actuel doyen de l'INAGE, le professeur Robert Joseph. Professeur Joseph, bienvenue à notre émission. Merci beaucoup, M. Payan. Et c'est un honneur pour moi, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'émission OCPA Magazine, que je suis d'ailleurs fidèlement depuis son lancement. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télé Guinée. Merci. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit des inscriptions locales au numéro 17 de Ariel Boussan. L'Ordre organise aussi des séminaires de formation pour ses membres et des séminaires destinés au grand public. À chaque émission, nous avons retenu un élément d'information susceptible d'intéresser le grand public. Et nous retenons particulièrement les acomptes sur les loyers, qui est une disposition du décret relatif à l'impôt sur le revenu, acompte sur le loyer. Donc, dès que l'entreprise commerciale, industrielle, un organisme public ou un organisme à but non lucratif doit payer des loyers à une personne physique, eh bien, obligation est faite à cette entité, à ce locataire, de prélever 10% sur le montant des loyers. Et pour le bénéficiaire, le propriétaire, qui est cette personne physique, eh bien, il s'agit d'une avance d'impôt récupérable au moment de produire sa déclaration définitive. C'est ça, le traitement des acomptes sur les loyers qui sont de 10% du montant brut des loyers. Le thème de l'émission du jour, l'enseignement supérieur et le marché de l'emploi. Au cours de cette émission, nous allons voir avec notre invité, parler de cursus, parler également des relations entre les besoins du marché et la qualité d'information, le contenu de la formation. Nous allons parler aussi de l'effectif en nombre grandissant, la demande grandissante au point de vue, je dirais, accueil universitaire, et voir comment le marché de l'emploi arrive à être, je dirais, qui est le point final, le point d'aboutissement de la formation. Est-ce qu'il y a adéquation entre la formation et le marché de l'emploi? Et voir aussi comment le secteur public peut intervenir aussi pour permettre aux étudiants finissants, aux chercheurs, de pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Donc, notre première question, M. Robert Joseph, l'actuel doyen de l'INAGE, est, je dirais, assez embarrassante. Veuillez vous présenter au grand public. Merci. Je suis Robert Joseph, comme vous l'avez dit. J'ai fait des études universitaires à l'Université d'État d'Haïti, à l'INAGE, au département de gestion. Et ensuite, lauréat d'un concours, j'ai passé près de 5 ans en Europe, particulièrement en France, à faire des études en finances publiques, en droit, en économie et une spécialisation de 3e cycle en administration fiscale. Ce qui fait que depuis 1991, je suis
dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, ça fait tantôt près de 27 ans d'enseignement à l'INAGUE, à la faculté de droit, dans la section sciences économiques, dans une université privée, et portant mon concours à la formation des jeunes pendant ces différentes années. Et j'ai fait une carrière administrative également, et près de 32 ans dans l'administration centrale au ministère de l'économie et des finances, et particulièrement à la direction générale des impôts. J'ai passé 27 ans et j'ai laissé en 2012 comme directeur général. Donc, une expérience administrative est assez substantielle et à coupler avec la formation académique dispensée aux étudiants. Je crois que c'est une vraie passion. Très bien. Donc, nous avons l'honneur d'avoir, je dirais, quelqu'un qui connaît, qui sait de quoi il parle. Professeur Joseph, quand vous voyez l'enseignement supérieur en Haïti, votre vision, votre perception de l'enseignement supérieur en Haïti? Bien. Je crois que il y a deux éléments qu'on pourrait essayer de rattacher. C'est la formation dispensée à ce niveau aux jeunes et la réalité socio-économique du pays qui font que il y a une certaine inadéquation entre la diversité de la formation dispensée ou le niveau de cette formation dispensée par rapport, comme vous avez bien titré l'émission, au marché de l'emploi. Et il y a la formation académique, certes, mais on peut tout de suite souligner que, outre la formation académique, il doit y avoir également la recherche qui peut jouer un rôle considérable dans la définition exacte et je peux dire approximative plutôt des besoins de la communauté pour savoir quel type de formation sur lesquels mettre l'accent par rapport aux besoins réels de la société. Vous avez les efforts consentis par l'État, par les instances publiques, avec l'Université d'État d'Haïti, qui est la première et la plus grande université en Haïti, et avec près de 31 000 étudiants. Et lorsqu'il y a des concours d'admission, cela avoisine chaque année une demande pour près de 33 000 étudiants. Et je ne crois pas même qu'on puisse accueillir le tiers. Et avec près de 1700 ou 2000 enseignants et personnels non enseignants. L'État consent un effort substantiel, je veux dire très important, à la formation professionnelle et au niveau universitaire. Mais cependant, le hic, c'est après cette formation, le marché de l'emploi, comment se comporte-t-il et quelles sont les opportunités d'emploi offertes aux jeunes qui sont formés et quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de cette situation. Il y a également l'enseignement privé au niveau supérieur et je crois que fin des années, à part un institut de formation professionnelle, je crois que vers la fin des années 80, on a commencé par voir émerger pas mal d'établissements d'enseignement supérieur, en commençant par les sciences administratives, parce que cet enseignement-là est la plus facile peut-être à dispenser. Il y avait une demande également de cadres au niveau des entreprises privées et également au niveau de l'administration publique, l'administration centrale ou les organismes publics qui avaient besoin de cadres. Donc, les sciences administratives ont pris le dessus. Mais on a pu voir l'émergence de pas mal d'universités privées enseignant d'autres disciplines comme la médecine, l'agronomie, le droit, etc. Mais
si on cherche un dénominateur commun, c'est un secteur dynamique, c'est vrai, mais qui mériterait d'être repensé par rapport aux besoins réels de la communauté. Eh bien, donc, je dirais, ce panorama nous permet de bien comprendre l'enseignement supérieur, ce qui a trait à l'effectif, aux attentes, aux disciplines qui sont dispensées. Mais on a l'impression que les sciences administratives occupent le sommet de la pyramide. Le haut du pavé. C'est ça, parce que le jeune qui vient le plus souvent de certaines couches défavorisées de la population a tout de suite besoin d'un emploi. Et parfois, ils exercent cet emploi même pendant leur formation au niveau du secondaire. Parfois, il y en a qui sont à certains niveaux du secondaire et qui dispensent des cours à un niveau plus bas, au niveau primaire, et parfois même au niveau secondaire également, pour arriver à subsister. Lorsqu'ils rentrent à l'université, ils cherchent à conserver cet emploi au niveau des cours qu'ils donnent, des leçons, etc. Et apprendre quelque chose beaucoup plus rapidement pour pouvoir trouver du travail et tout en conservant ses activités premières. Les sciences administratives s'est développée depuis, je pourrais dire, la fin des années 70, surtout à partir de 1973 avec la création de l'INAGE, qui était en fait la première entité à dispenser au niveau universitaire cet enseignement. Et fin des années 80, vous avez eu d'autres instituts, écoles supérieures, universités qui se sont développés et prodiguant également ce même enseignement. Mais on peut dire avec le marasme économique, les crises politiques, les problèmes structurels au niveau de l'économie, le chômage à bas son plein et l'absorption de cette main-d'œuvre préparée avec un certain niveau de qualification, et cette absorption se fait très difficilement. Alors, je ne parle pas de l'absorption, mais alors, professeur Joseph, est-ce que vous sentez une communication continue entre, je dirais, le secteur patronal et l'enseignement? Bon, si elle existe, elle est tellement faible qu'on pourrait dire presque inexistante. Et la première raison, c'est que lorsque vous avez beaucoup d'entreprises et vous avez le tissu économique même d'un pays, c'est composé en majeure partie d'importateurs ou d'entreprises importatrices. Et la main-d'œuvre qualifiée, formation universitaire, académique, on en a moins besoin que de simples ouvriers ou bien de simples personnes pour occuper certaines tâches. Et je crois qu'ils ont besoin de cadres, c'est vrai, et ils ont fini par voir que ce n'est pas seulement les ouvriers, les employés avec moins de formation qui peuvent être utiles, mais ils avaient besoin de cadres préparés pour servir de relais entre le sommet de l'entreprise, le staff dirigeant, le propriétaire et les employés, les ouvriers qui sont au bas de l'échelle. Donc, il y a eu une certaine prise de conscience et en ce sens-là, au début des années 90, il y a une école supérieure qui a été même mise sur pied avec l'aide d'une chambre de commerce. Et il y a ensuite l'INAGE qui, depuis les années 70, fournit à l'administration publique, aux missions diplomatiques, la majeure partie des cadres formés à ce niveau-là. Et vous avez également les universités privées qui font un effort en ce sens. Mais on ne sent pas de relation étroite vraiment entre ces ténors du marché du travail ici et les universités, la recherche qui pourrait aider en ce sens,
est très faible également, ou du moins c'est complètement occulté. Alors, en pareil cas, puisque nous parlons de l'enseignement supérieur, vous savez qu'il y a environ 60 000 étudiants haïtiens dominicains, et ce qui est énorme. Pas vrai? Donc, aujourd'hui, quand nous prenons par exemple le besoin en enseignant aussi, quel serait selon vous le profil de l'enseignant idéal? Bien. Je crois que c'est une question extrêmement importante et d'une portée que vous ne sauriez imaginer maintenant sur le plateau. Et vous avez des enseignants qui pratiquent, qui enseignent, qui mettent le savoir à la disposition de ces jeunes, mais le métier d'enseignement ne peut pas aider à vivre. Je ne peux pas dire à vivre bien, mais je dis aider à vivre tout court. Et on n'a pas besoin d'aller plus bas au niveau des enseignants du secondaire, du primaire, et même au niveau de l'université, on est dans une situation extrêmement grave. Et on peut passer 15, 20 ans, 22 ans, 30 ans, on a sa retraite et pour une pitance, parce que moi j'ai commencé à enseigner en 1991 à la faculté de droit et à l'INAGUE, le salaire était de 1000 goudes. Et ne vous pressez pas pour me dire 1000 goudes à l'époque, c'était de l'argent. Non, par rapport aux autres emplois comparés à ce salaire-là, c'était vraiment une pitance. Et avec 150 étudiants, 160 dans une salle. Et proportionnellement, ça n'a pas évolué de façon positive. Regardez les récriminations, les réclamations des profs de l'enseignement secondaire. Au niveau supérieur, on aurait pu également être dans la rue à leur côté. Par gêne uniquement? Par gêne, on ne le fait pas. Et l'autre question, c'est que s'il y a certains efforts qui ont été faits, par exemple au niveau de l'Université d'État d'Haïti, à recruter des enseignants à temps plein pour donner des cours, faire l'encadrement des jeunes, pour la préparation de leur mémoire de sortie, pour faire de la recherche. Mais c'est très peu. On peut compter sur les doigts de la main les entités qui ont quelques enseignants à temps plein. Au niveau des sciences administratives, on a un paradigme. Et le problème, c'est que les meilleurs professeurs que vous retrouvez au niveau de ce domaine, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels qui laissent leur cabinet pour aller dispenser un cours, qui se mettent à la disposition de l'étudiant et qui retournent travailler pour survivre. Parce que le salaire ne peut pas garantir leur présence pendant 4 heures de temps, 6 heures de temps par jour au niveau de l'institution. Et le problème est grave à ce niveau, ce qui fait que la fracture est assez importante entre ce qui aurait pu être fait et ce qui est fait également par rapport à ceci. Au niveau des autres domaines d'enseignement comme le droit ou peut-être d'autres types d'autres disciplines, les meilleurs professeurs que vous avez, ce sont les meilleurs professionnels. Parce qu'ils ont la formation académique, ils possèdent la matière, mais en plus, ils ont l'expérience de terrain pour aider à l'encadrement des étudiants. Donc, voilà un petit peu les problèmes qui sont posés. Donc, il faudrait davantage d'investissement dans ce secteur, que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau public, pour avoir des enseignants à temps plein, comme on fait dans les universités à l'étranger.
celui qui est enseignant à temps plein n'a pas besoin de courir pour retourner à son bureau ou aller chez un patron pour vendre quelques heures pour s'assurer de prendre soin de sa famille. Donc, vous êtes en train de dire que l'enseignant à l'échelle supérieure, c'est comme, je dirais que c'est comme du bénévolat. C'est un peu, comme on dit généralement, sacerdoce, bénévolat, parce que si c'était la part du gain ou bien pour avoir un salaire décent, il n'y aurait pas vraiment d'enseignement supérieur en Haïti. Et c'est comme le secondaire, je ne peux pas oublier ses confrères, c'est comme le secondaire, c'est comme le primaire. Je crois que c'est un problème qui mérite d'être pris à la base et pour arriver au sommet. Parce que nous, on est, au niveau universitaire, on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Et il faut penser à ceux qui sont également en bas. Et puis, on pourrait avoir une meilleure harmonisation à ce niveau. Mais on a vraiment besoin de repenser et d'avoir des ressources. Par exemple, le problème lorsque vous avez des jeunes qui reviennent de leur formation à l'étranger, qui rentrent avec une maîtrise, un doctorat. Parfois, vous avez tellement de CV qu'ils désirent participer et former leurs compatriotes, mais pas de moyens. Pas de moyens. Et si vous n'embauchez pas des ressources nouvelles pour réformer un petit peu le secteur, on fait du surplace. Donc, la qualité d'enseignement en pâtit. La qualité en pâtit à cause des ressources, en grande partie des ressources. Et puis, en plus des ressources, il faut ajouter une certaine vision également. Et où se trouve l'enseignement supérieur actuellement et qu'est-ce qui devrait être fait pour l'améliorer et être davantage au service de la communauté. Est-ce qu'on peut dire que nous formons des étudiants professionnels pour les exporter? Là, c'est une plaie dans laquelle vous avez mis le doigt, et je pourrais dire pas le doigt seulement, mais tout le poignet, parce que c'est grave. Et comme je viens de le dire, on produit beaucoup, le système met sur le marché beaucoup d'étudiants. Par exemple, à l'INAGUE, je peux dire en une année, on peut mettre sur le marché près de 200 diplômés. 200. Depuis 2014, on a une politique pour favoriser la préparation des mémoires de sortie, ceux qui sont en sciences comptables, et gestion, administration publique, et également ceux qui sont en sciences politiques. Mais quels débouchés ils peuvent trouver? Si je mets l'INAGUE seulement près de 200 étudiants prêts sur le marché du travail, sans compter les autres qui n'ont pas eu leur dernière note et qui peuvent travailler, avoir un stage pour conforter leur expérience professionnelle par rapport à la formation académique, ils ne peuvent pas y arriver parce que la compétition est rude entre ces étudiants qui sont sur le marché du travail. Eh bien, ils sont obligés de s'expatrier. Bien souvent, on dit l'État forme les jeunes pour des pays étrangers, surtout l'Amérique du Nord. Bon, c'est le constat. C'est le constat. C'est pour vous dire l'importance de votre première question, le maillage, l'interaction entre les entreprises, les institutions publiques, les organismes autonomes, l'administration centrale et les institutions qui sont dans l'enseignement supérieur. Très bien. Sans compter de la formation professionnelle en plus, parce qu'il ne faut pas mettre ça de côté aussi. Il y en a qui sont dans les universités, qui ont une formation académique, mais pourtant qui avaient soit auparavant eu une formation professionnelle et qui ont une profession et qui reviennent à l'université ou bien qui vont ajouter quelques cordes à leur arc de façon à être beaucoup plus compétitifs sur le marché du travail. Mais pour tout ceci, comment rendre l'enseignement, je dirais, adapté aux besoins
du marché du travail. Bien. La première question que je poserai avant de parler de cette adaptation, c'est la capacité de ce marché du travail à absorber les ressources formées qui sont disponibles. Ça, c'est la première question. Moi, je commencerai déjà par cette étape. La deuxième étape, ce serait de voir quels sont ses besoins, c'est vrai, et en quoi forme-t-on les jeunes et pour qui on les forme également. C'est ça. Et quels sont les besoins réels. Étant donné que j'ai une formation en gestion, économie, droit, fiscalité, et ma plus haute spécialisation, je regarde toujours le côté managérial. Mais il y a également les jeunes qui sont formés en agronomie, qui sont formés en médecine, comme vous venez de dire, qui partent, qui laissent le pays, et l'État les forme pendant 4 ans de dépenses de ressources, et après la formation, ils vont servir dans les pays étrangers. Est-ce que c'est une dynamique vraiment qui mériterait d'être revue entre la formation dispensée et le marché du travail? Est-ce que c'est le marché du travail qui est incapable d'absorber compte tenu des crises structurelles que connaissent l'économie? Est-ce que c'est une nouvelle orientation en matière d'élaboration et de mise en application des politiques publiques au niveau du pays? Tout mérite d'être déposé sur la table et voir quels sont les points faibles, les points forts, les opportunités et les contraintes, de façon à ce qu'on puisse avoir une meilleure intégration des jeunes sur le marché de l'emploi en Haïti. Bon, alors ça, c'est un problème assez sérieux pour nous. Et vous avez parlé de 31 000 étudiants au niveau de l'UEH, l'Université d'Haïti. Le secteur privé de l'enseignement supérieur a aussi un effectif assez important. Mais que faut-il faire maintenant au niveau de la qualité de l'enseignement même? Bien. Je crois que pendant longtemps, on a eu seulement des programmes au niveau académique de niveau licence en Haïti pendant de nombreuses années. Mais ces derniers temps, sans pouvoir situer, parce que les institutions d'enseignement privées et publiques, particulièrement à l'Université d'État d'Haïti, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour intégrer des programmes de maîtrise, des programmes et même de doctorat et au niveau de la formation. Et cela permet d'améliorer la qualité de la formation dispensée. Mais la question essentielle reste à savoir si on ne va pas vers cette amélioration de façon constante du niveau de l'enseignement et si on n'y intègre pas également l'aspect recherche, pas seulement la formation académique pour le marché de l'emploi, il faut également intégrer à travers les autres disciplines ce qu'on pourrait appeler la recherche, de façon à voir fondamentalement qu'est-ce qu'il faut améliorer, sur quel angle, sur quel aspect au niveau de l'enseignement pour répondre mieux aux besoins de la communauté. Et puis, s'il y a des universités et vous n'avez pas la recherche qui se développe dans cette université, vous ne faites que de la formation destinée et envoyer les jeunes chercher, commander des emplois, mais vous ne voyez pas une certaine élévation de cet enseignement pour arriver à un niveau standard comme à l'étranger. Parce que la recherche, on accorde beaucoup d'importance également à la recherche. Eh bien, sur ce, on prend une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 328e édition de votre émission hebdomadaire sur
Radio Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour thème le marché de l'enseignement supérieur et le marché de l'emploi. Notre invité, le professeur Robert Joseph, l'actuel doyen de l'INAGUE. Au cours de la première partie de l'émission, M. Joseph vous a parlé de l'enseignement supérieur, de sa perception, de son constat, du manque de synergie entre le secteur patronal et le monde universitaire. Il a aussi fait état du profil de l'enseignant idéal. Selon ce qu'il a fait remarquer, eh bien, la majeure partie du corps enseignant, eh bien, c'est constitué de professionnels qui, à titre accessoire, apportent leur concours à l'université. Il a également fait état de la qualité de l'enseignement, de la nécessité de relever le niveau de l'enseignement pour faciliter, je dirais, la satisfaction des besoins du secteur de l'emploi, du marché de l'emploi. Au cours de la seconde partie, M. Joseph, nous allons parler exclusivement de l'intégration professionnelle. Par rapport à votre expérience, puisque vous avez fait, je dirais, une longue carrière au niveau de la fonction publique, au niveau managérial, vous avez, je dirais, autant d'années dans l'enseignement, eh bien, quelles seraient les démarches appropriées pour que les étudiants cessent de laisser ce pays? Bien. Alors, le premier aspect de la question, étant donné qu'on a fait un panorama des différents problèmes également que l'on rencontre sur ce marché de l'emploi en Haïti, surtout pour les jeunes diplômés des universités avec une formation académique. Et je ne dirais pas tout de suite il faut que le secteur privé, le secteur public embauche davantage, oui, c'est essentiellement ça. Mais il faut regarder également le niveau de leurs besoins, la capacité qu'a ce secteur privé ou bien le secteur public pour embaucher les jeunes. Et également les résultats obtenus, le niveau d'efficacité des ressources humaines qu'ils embauchent actuellement et par rapport aux objectifs qu'ils se sont fixés. Là, la question pourrait commencer par être sérieuse. Si on regarde l'exode des jeunes diplômés venant de l'université ou des universités publiques et privées, il faut considérer même les universités publiques en région, on ne peut pas les oublier, avec l'Université d'État d'Haïti, les universités privées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il y en a qui sont en province également. Donc vous avez un vivier. Et la capacité. Cette capacité, c'est le premier aspect qu'il faut souligner. Mais il y a un second aspect. Quelles sont les autres formes d'incitation qu'on peut donner aux jeunes pour qu'ils deviennent leurs propres patrons également? Parce que quand on parle du marché de l'emploi, on ne peut pas seulement penser à des entreprises qui doivent embaucher, parce qu'on doit également pouvoir développer cette capacité au niveau des jeunes, à eux-mêmes créer des emplois également. Parce qu'il y en a qui sont dynamiques dans ma carrière jusqu'à maintenant. J'ai des exemples de jeunes filles qui, après leur diplôme à l'INAGUE, créent des micro-entreprises. J'ai l'exemple de jeunes hommes également qui créent des entreprises et qui vont dans les conférences à l'étranger, qui font des expositions de leurs produits. Je crois que, outre la capacité managériale, ce qui manque d'abord pour explorer ce second aspect au niveau de l'emploi en Haïti, pour résoudre certains problèmes, c'est la mise à disposition de capitaux pour ces jeunes, de façon à ce que, outre l'enseignement académique appris, l'expérience professionnelle avec de vieux routiers
dépendamment du secteur d'activité où ils veulent investir, et pour qu'ils puissent créer également leurs propres activités économiques et créer également d'autres emplois. Il y a un aspect que j'ai suivi au niveau de cette situation dans pas mal d'universités privées, des centres de formation. Ils développent des cursus sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, c'est vrai, beaucoup de jeunes sont séduits par l'idée de devenir leur propre patron. Mais après la formation, ils sont encore à chercher un job. Ils sont encore à chercher un emploi dans une entreprise pour survivre. Parce que pas mal d'institutions financières, et que ce soit les institutions de microfinance qui sont plus ou moins à leur portée, on ne parle pas d'institutions financières bancaires ou d'institutions et des organismes étatiques qui seraient là pour aider à améliorer le niveau des investissements dans le pays. Ces institutions-là ne financent pas la création d'entreprises. Il y a eu des programmes avec le ministère du Commerce. Je me souviens, et peut-être 1 an, 2 ans, l'État avait lancé ce programme pour encourager. Mais encourager les gens à créer des activités économiques et puis ils donnent dans le commerce de biens importés, ce n'est pas productif vraiment pour le pays. On ne va pas trop loin avec ça. L'autre aspect qu'on pourrait souligner, c'est qu'un réel effort doit être fait au niveau étatique pour non seulement prendre la peine de mettre des ressources disponibles pour les écoles professionnelles, pour les universités en région, l'université d'État, mais c'est également penser après la formation, aider ces universités pour pouvoir caser ces jeunes. Il y a un minimum d'efforts qui doit être fait pour revoir le budget alloué à ces entités publiques. Bon, je ne prêche pas pour ma chapelle, mais les universités privées également devraient être à l'intérieur de ce consortium pour reprendre un élan beaucoup plus large. Et cet investissement est nécessaire pour aider les jeunes à créer eux-mêmes des emplois. Ils peuvent être leurs propres patrons et aider les autres à avoir des emplois. Et je crois que au niveau des institutions d'enseignement, un aspect de la question que cette année, personnellement, je compte expérimenter à l'INAGE, c'est de consacrer même une faible partie, c'est quand même un début, un certain pourcentage du budget de l'institution pour subventionner des stages pour les étudiants et les meilleurs au niveau, qui vraiment ont un dossier académique qu'on peut classer d'excellent par rapport à leur parcours académique, et de façon à ce que les entreprises puissent les accepter en stage et s'il y a un accord avec ces entreprises pour qu'au moins après ces 3 mois de stage, par exemple, qu'il y ait une évaluation mensuelle pendant ces 3 mois et après les 3 mois, faire une évaluation pour voir est-ce qu'ils peuvent, ces patrons, accepter l'étudiant au moins avec un contrat de 6 mois. Je ne dirais même pas 1 an pour ne pas leur forcer la main. Parce que si je vous donne 3 mois de travail gratuit, moi, je subventionne l'étudiant. Et l'étudiant ici ne demande pas beaucoup. Il n'est pas trop exigeant à ce niveau-là. Le peu qu'il puisse avoir pour s'entretenir, aller travailler, rentrer chez lui, il est prêt à faire le sacrifice. Ce qu'il veut, c'est l'expérience, parce que pour tout job sur le marché, pour tout emploi, on vous demande 3-4 ans d'expérience. Et il n'a pas même 1 mois d'expérience. Et son diplôme reste à la maison et accroché au mur ou bien dans une valise sans rien faire. Je crois qu'il y a un effort et au niveau du secteur privé, je crois que cette idée pourrait faire
son bonhomme de chemin également, au niveau public également, et puis l'État devrait chaque année, des universités publiques et privées, comme l'idée a été mise en branle il y a peut-être 1 an ou 2 ans, et donner des bourses d'excellence aux étudiants pour qu'ils puissent intégrer le marché du travail. Mais le service social pourrait aider aussi. Hein? Le service social, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, mais pour le service social, pour l'assistance à la communauté, l'institution de formation devait avoir les ressources pour donner à l'étudiant pour aller faire le service social. Il y a un coût minimum quand même. Oui. Il y a un coût minimum. Et sans ce coût minimum, on ne peut pas vraiment pousser l'étudiant, par exemple, à aller se mettre à la disposition d'une école primaire pendant 3 mois ou bien donner ses services gratuits dans un hôpital ou bien aller en province. Et il faut qu'il au moins ait les moyens pour s'entretenir. Et puis, il y a également un autre aspect qui pourrait être considéré largement, et l'expérience vient d'être faite avec le CEP. Le CEP vient pour le centre de tabulation, a recruté, j'avais reçu une lettre également me demandant d'envoyer des étudiants au centre de tabulation pour le traitement des procès-verbaux ou faire un travail quelconque. Et je crois que c'est une expérience enrichissante, peut-être la première en ce sens, mais il doit y avoir d'autres également. Même si c'est un contrat de courte durée de 2 mois, de 3 mois, mais quand même ça donne un peu d'espoir aux jeunes demain avec cette expérience d'intégrer le marché du travail. Alors, selon le modèle que vous avez conçu, à savoir, l'INAGE pourrait financer le coût du stage et les étudiants accueillis par les entreprises. Par les entreprises. Est-ce que le secteur privé pourrait par principe intégrer ce programme aussi, en finançant forme de parrainage aussi? Exactement, une forme de parrainage. Et c'est ce que je dis tout à l'heure. Il faudra qu'on ait des ressources pour bien gérer ce parrainage, de façon à ce que les subventions accordées aux étudiants soient orientées dans des secteurs où vraiment ils ont des besoins, parce que ce n'est pas pour le plaisir d'offrir un patron 3 mois de stage gratuit. D'abord, il faut qu'ils aient besoin vraiment de ce travail-là, de cette main-d'œuvre formée. Et deuxièmement, il faut que ce soit dans un secteur où l'étudiant a du travail à faire, par 2 heures de travail sur 4, etc. Maintenant, il faut un tuteur pour suivre l'étudiant pendant les 3 mois. Et chaque mois, un rapport doit être préparé par l'étudiant, validé par le tuteur et copie acheminée au patron, au directeur général de l'institution publique ou bien de l'organisme public, et copie également de ce rapport mensuel de stage à l'administration de l'INAGE, à son département, de façon à ce qu'on puisse suivre cette ressource. Je crois qu'on peut arriver à une certaine forme d'intégration. C'est une simple idée. Il peut y avoir d'autres plus complexes, plus merveilleuses. Mais je pense déjà, si on fait ce premier petit pas, on pourrait trouver d'autres approches, sans embarrasser les patrons, sans embarrasser les ministres, les directeurs généraux, parce que l'État, c'est le plus grand employeur, il faut le dire. Et l'État met des ressources à la disposition de ces institutions pour servir la communauté, mais on voit mal que des centaines, des milliers de jeunes formés par l'État ne servent pas l'État, ne servent même pas la communauté et s'en vont ailleurs. Mais je pense qu'il y a qu'un besoin. Les besoins sont là, on peut les utiliser au niveau des enquêtes, au niveau des recensements. Exactement. Et je crois, vous avez dit vrai,
dans le temps, je crois que récemment aussi, je ne sais plus, la dernière année, on a fait un recensement de la population en Haïti, mais on prenait surtout les jeunes dans les universités pour accomplir certaines tâches et ils se sont acquittés pratiquement de ces tâches. Mais il faudrait que ce soit fait de façon périodique, que des ressources internes ou externes permettent de maintenir un rythme capable d'aider à l'absorption de ces jeunes pour leur offrir du travail. Par exemple, si vous faites un recensement et ça fait 10 ans, 15 ans, il n'y a jamais eu de recensement, on ne fait que des évaluations partielles, des statistiques imprécises sur la population. Cela n'aide même pas à une bonne planification des politiques publiques que vous devez mettre en œuvre parce que vous ne savez pas bien souvent dans quelle localité, dans quelle zone, combien de personnes il y a, quels sont leurs besoins, etc. Et les enquêtes, comme vous avez dit, au niveau santé, au niveau éducation, au niveau besoins en encadrement, au niveau agriculture, dans tous les secteurs. Je crois que nous avons un vivier. Vous avez une population, comme on dit, je ne sais pas si c'est précis, près de 60 ou 65%, ce sont des jeunes, oui. Âgés peut-être de moins de 20-24 ans. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez décider avec cette population, ces jeunes-là? Si vous ne les encadrez pas, vous voyez un jeune qui a fait 4 ans d'université, parfois 2 diplômes, 2 licences, et avoir des maîtrises maintenant, c'est fréquent. Ils partent à l'étranger, ils trouvent des bourses et ils retournent. Ils sont obligés simplement d'aller enseigner quelques cours. Ils ne trouvent pas d'emploi. C'est ça le problème. Alors, le marché de l'emploi, c'est aussi le côté entrepreneurial. Est-ce que l'université n'a pas un effort à faire dans ce sens aussi? L'université transmet le savoir, formation en management, formation technique. C'est la mission de l'université. C'est sa mission première. Mais une mission qui doit être adaptée, comme on l'a dit tout au début de l'émission, qui doit être adaptée aux besoins de l'environnement. Et une fois la formation dispensée, ce sont les rouages, les mécanismes qu'on doit mettre en place pour que ces ressources formées puissent être canalisées vers, suivant le type de formation et les besoins, vers l'expérience professionnelle. Très bien. Alors là, puisque vous êtes doyen de l'INAGE, vous êtes en contact avec les jeunes, quel serait votre message pour les jeunes? Ils ont tellement de besoins, de problèmes. Et ce serait d'abord un message d'espoir, d'abord. Parce que quand on est enseignant pendant 27 ans dans le système, et on a commencé au bas de l'échelle, et à cet âge-là, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. C'est ce que je dis toujours. Deuxième message, il faut travailler pour atteindre l'excellence. Parce qu'ils sont nombreux dans tous les domaines et la compétition est rude. Nous avons un marché déjà étroit, structure économique faible, pas de tissu industriel capable vraiment de promouvoir le développement économique. Il faut garder l'espoir et utiliser tout leur savoir, leur savoir-faire également pour chercher à s'intégrer sur ce marché. J'ai fait le plaidoyer en leur nom pour que l'État, la puissance publique, le secteur privé, les institutions d'aide qui pilulent également dans le pays puissent prendre à cœur ces jeunes qui sont formés et qui ont besoin de survivre et de vivre
décemment également. Je pense que ceci peut avoir des retombées positives sur notre communauté et aider à changer la vie dans notre pays, en Haïti. Très bien. Mais l'autre volet, l'autre face de la médaille, le secteur des employeurs, le secteur patronal, incluant l'État. Quel est votre message pour ce secteur? La première chose, je crois que c'est qu'ils définissent très bien. En fait, je commençais par l'État parce que c'est un secteur dans lequel j'ai passé ma vie. Il faut qu'il y ait des politiques publiques très claires. Il y a un plan de développement mis en œuvre au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe, mais on n'entend pas suffisamment parler de la mise en œuvre des secteurs qui sont touchés, des investissements qui toucheraient les jeunes, puisqu'on parle de l'emploi, surtout pour l'emploi des jeunes formés, et également de l'apport qu'ils doivent faire pour soutenir de l'autre côté les institutions de formation. Parce qu'il faut dire que si pour une seule université, étant donné que c'est la plus grande, vous avez chaque année près de 33 000 jeunes qui viennent du secondaire environ, qui veulent rentrer à l'Université d'État d'Haïti, et on ne peut même pas prendre un tiers, alors, et le reste. Il faut investir pour augmenter les capacités d'accueil, il faut investir également pour dynamiser l'économie et pour que la formation donnée puisse servir à quelque chose et servir le pays. Ainsi prend fin la 328e édition. Il faut investir dans la formation, il faut investir aussi dans la qualité des enseignants aussi, pourquoi pas. C'est la seule, je dirais, la seule planche de salut. Ainsi, nous pourrons avoir des hommes et des femmes bien formés pour une économie plus ouverte, plus dynamique, une économie ouverte sur le monde extérieur. Il faut voir plus large qu'Haïti, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand village, le monde. Ainsi, nous disons merci, M. Robert-Joseph, pour sa disponibilité, et à vous, nous disons à bientôt. M. Joseph. Merci beaucoup. Compliments et du courage. Merci infiniment.